Bonjour à tous, bienvenue, merci de venir participer à ce 18e congrès de la NSFA. Voilà. Donc, comme cette année en particulier, nous avons un partenariat avec la Société française de nutrition et le vendredi sera consacré plus particulièrement à cette interaction avec la Société française de nutrition. Et nous avons, comme chaque année, le grand honneur de partager avec la Fondation de France une séance qui permet de présenter des projets qui ont été sélectionnés à la Fondation de France. Je voudrais tout d'abord vous... Vous montrer le casting finalement pour l'organisation de ce congrès. On n'en parle pas très souvent, mais en fait, ce congrès, c'est une organisation collective qui demande un investissement de nombreuses personnes, et notamment de Laurent-Yvan Charvet, qui n'est pas là aujourd'hui, qui était à Barcelone pour une séance sur l'athérosclérose. Et pourquoi ça bouge ce truc-là? Ça peut ne pas bouger? C'est pas... La technique, s'il vous plaît. Vous pouvez me repasser la première diapositive, s'il vous plaît? Ça commence bien. Voilà. Merci. Et puis, ce programme scientifique que vous avez sous les yeux, en fait, il a été construit... On peut rester sur la diapositive, s'il vous plaît? Ce programme scientifique a été construit avec le conseil d'administration de la NSFA. La gestion des résumés s'est faite en grande partie par Maryse Guérin. Le support de tous nos invités, et ce n'est pas une mince affaire, ce travail a été fait par Pilou. Et l'édition du document que vous avez a été préparée par Monique Douillon et Alexis Broisa. Et enfin, l'organisation générale du congrès par Mathilde Varé. Donc, tous ces gens ont énormément participé à cette organisation. On a ensuite, je dois remercier le partenariat qu'on a eu avec ces 6 sponsors, Amarine, Novartis, Sanofi, Servier, Amrit et Amgen. Et je dois remercier là Franck Bocara parce qu'il a fait un énorme travail pour convaincre ses partenaires de nous aider, de nous suivre et de participer à ce congrès. Enfin, je voudrais vous engager à 2 choses toutes particulières. Vous savez, vous avez reçu des informations, nous sommes en train de renouveler le conseil d'administration de la NSFA. Alors, s'il vous plaît, participez à l'élection. Tout le monde a reçu normalement, ou tous les gens qui sont membres de la NSFA ont reçu les informations. Et c'est avant 16h demain qu'il faudra avoir fini de voter. Et la deuxième chose, c'est une annonce. Le président de l'EAS est en réélection et je vous engage tous à voter pour cette élection. Et enfin, je vous remercie et je vais ouvrir la première session. Bon congrès à tout le monde. Merci. Entendez ? Donc, cette première session plénière est autour du vaisseau et du cœur et son développement. Quelles sont les dernières nouvelles dans ce domaine?
Et je voudrais tout d'abord vous présenter M. Umberto Simeoni. M. Umberto Simeoni est professeur à Lausanne de pédiatrie. Il nous vient, avant d'être à Lausanne, il vient de Aix-Marseille et il a fait toute sa formation et son début de professorat à Strasbourg. M. Simeoni, merci. Bien. Merci beaucoup et un grand merci à Alain-Pierre Gadeau et à Franck Bocara et à l'ensemble du conseil d'administration pour votre invitation. Je ne sais pas s'il y a une télécommande ou bien je vous indique quand passer les slides. C'est ça? Pardon. Voilà. Merci. Très bien. Bien, le sujet qui m'a été confié est celui des origines au cours du développement précoce, au début de la vie, des maladies artérielles. Je crois qu'il est assez commun de penser que la santé de l'adulte commence par la santé de l'enfant. Et toutefois, les progrès de l'épidémiologie fondée sur le parcours de vie et aussi de la biologie des systèmes nous ont permis d'aller beaucoup plus profondément dans ce sujet, dans cette vérité commune, et je crois d'identifier des pistes tout à fait intéressantes pour la santé de tous à tous les âges. En effet, ce qui est apparu très clairement au cours des dernières décennies, c'est que l'environnement, au sens large, environnement, bien sûr, l'écosystème, l'environnement subi, mais aussi les modes de vie, l'environnement relationnel, les expositions à des toxiques, interviennent de façon tout à fait particulière au début de la vie et influencent les trajectoires de santé ultérieures. C'est ce qu'on appelle, le concept a pris un nom un peu barbare, un acronyme qui s'appelle DOAD et qui correspond au Developmental Origins of Health and Disease. Et également, vous avez certainement entendu parler de Developmental Programming. L'élément clé qui a déterminé cela, c'est la constatation qu'un stimulus de l'environnement appliqué, intervenu durant une période critique de sensibilité de la vie, qui est celle du développement précoce. On parle de la conception, de la grossesse et de la toute première enfance. Un stimulus appliqué à ce moment-là ne va pas avoir que des effets à court terme, mais va avoir des effets à long terme. C'est donc la période de la vie qui est la sensibilité et qui finalement fait ce concept qui a pris également le nom assez courant maintenant des 1000 premiers jours qui vont de la fécondation jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant. C'est bien sûr très schématique et faux. Mais néanmoins, c'est cette période qui est sensible. Et je crois que plutôt que des longs discours, il est préférable de regarder un bon graphique. Et cette étude est très ancienne, elle date des années 60, et elle montre la croissance de ratons sur un modèle expérimental avec une intervention extrêmement simple, une réduction de la nutrition partielle, tout à fait tolérable, pendant 3 semaines, mais appliquée à 2 moments différents de la croissance. Sur le graphique de droite, cette réduction nutritionnelle et calorique est appliquée à peu près au milieu de la croissance des animaux. On voit qu'avec le groupe témoin continue sa croissance, mais ceux qui ont subi cette réduction de nutrition cassent leur courbe de croissance, et lorsque la nutrition redevient normale, eh bien, ils rattrapent et dépassent même la courbe de croissance des témoins. Par contre, si cette intervention est appliquée beaucoup plus tôt, dans cette période sensible du premier développement, entre 3 et 6 semaines, on voit qu'elle entraîne un ralentissement de la courbe de croissance en poids, et ensuite, lorsque la nutrition redevient normale, les animaux reprennent, mais ils repartent dans un couloir différent.
ils ont été en quelque sorte, on a envie de dire, reprogrammés, d'où le terme de developmental programming. Ceci amène finalement à à une hypothèse qui est probablement vraie, et là nous sommes dans la période postnatale, mais la période s'étend aussi à la grossesse, donc à la période fœtale et embryonnaire, mais aussi et probablement surtout à la période la plus sensible, qui est la période autour de la fécondation, même en pré-fécondation. Eh bien, durant cette période, des stimuli adverses reçus de l'environnement, notamment en termes de nutrition, de stress, d'environnement toxique ou de phénomènes physiques ou climatiques, va être reçu par le fœtus, par exemple, en développement, et comprise comme un signal qui va lui faire adapter ses régulations physiologiques, quel que soit le système biologique considéré, ça va du cerveau au foie en passant par le cœur et les artères, les adapter à ce contexte environnemental de façon en quelque sorte prédictive, puisque c'est là, dans cet environnement, que va se dérouler sa vie. Et l'effet de ce stress, à cette période, va être durable, va durer toute la vie, en fait, contrairement à ce qui se passe à un autre âge. Après la période sensible, lorsque l'environnement devient éventuellement plus favorable, ne comporte plus ce stress, eh bien, l'enfant va pouvoir se développer. Toutefois, il va rester programmé, entre guillemets, pour faire face à un environnement plus agressif. Et c'est ce mismatch entre la programmation qui a pu se faire, qui est un phénomène tout à fait normal du développement, et la réalité de l'environnement rencontré ultérieurement dans la vie, qui pourrait faire que le sujet est moins bien adapté à ces challenges ultérieurs et va surréagir sous la forme d'un risque accru envers la plupart des maladies chroniques de l'adulte, celles qu'on parle maladies non transmissibles, bien connues, qu'il s'agisse de maladies cardiovasculaires, métaboliques, diabète, respiratoire, mental, etc. Le point clé, c'est que le développement comporte cette composante, entre guillemets, de programmation ou de conditionnement normalement. Le programming est un phénomène tout à fait naturel et qui est probablement présent depuis le début de l'apparition de la vie sur la Terre. Ça existe dans toutes les espèces animales, et y compris chez les plantes, et c'est un phénomène adaptatif et prédictif. Bien entendu, on revient aux travaux de David Barker et de son groupe à Southampton, qui avait été parmi les premiers à montrer dans une grande cohorte qui a défrayé l'histoire, tant pour sa constitution avec 15 000 adultes dont on connaissait grâce au travail d'une équipe de sages-femmes tout à fait dévouée et précise, toutes les caractéristiques périnatales, notamment le poids de naissance, dans une région pauvre de l'Angleterre, le Hertfordshire. Et cette équipe avait démontré, en constatant un excès de mortalité dans cette région, avait trouvé la relation que nous connaissons bien maintenant, qui est que le taux de mortalité par maladie coronarienne augmente quand le poids de naissance diminue. Et c'est un élément qui, là, nous ramène à la nutrition fœtale, probablement, puisque ces poids un peu plus faibles étaient à l'époque probablement liés à une relative dénutrition et au stress qui peut accompagner cette dénutrition. Mais nous avons su, par d'autres données de cohorte, comme celle de la cohorte finlandaise, de naissance finlandaise, bien plus importante encore, nous avons pu apprécier la dimension de l'effet de cette programmation. Ça peut sembler un effet marginal, une curiosité du développement. C'est en réalité extrêmement puissant, puisqu'on voit ici la prévalence de l'hypertension en Finlande sur des dizaines de milliers de personnes, en fonction du poids à l'âge adulte, divisé en 5 catégories, en quintiles, et du poids à la naissance. Et on voit l'augmentation de la prévalence avec le poids à l'âge adulte, ça c'est tout à fait évident, mais aussi lorsque le poids diminue, le poids de naissance diminue. Et c'est un effet qui est important. On arrive à des variations de 60, 80, 100%.
pour des poids de naissance qui sont encore contenus à l'intérieur de la normale. On est en gros entre 3 et 4 kilos. Aux extrêmes, lorsque le poids est plus faible encore ou plus important, ce que l'on voit encore plus souvent aujourd'hui, eh bien, les effets sont encore accentués. Donc, ce n'est pas un petit effet marginal, c'est important par rapport aux autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, des variations subtiles, finalement, au début de la vie, peuvent avoir des effets majeurs bien plus tard, après une période de silence. Et d'autre part, ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est que la courbe est une courbe en J ou en U en réalité, comme ici, ce qui concerne l'odds ratio de maladies rénales chroniques, d'insuffisance rénale chronique. On voit que lorsque le poids de naissance s'élève, l'incidence commence également à augmenter. Donc il y a une sorte de cible naturelle, le potentiel intrinsèque de l'enfant, peut-être génétique en grande partie, mais pas seulement, qui est, lorsque ce potentiel peut se réaliser, la santé sera bonne, sera meilleure en tout cas que si l'enfant est amené à en dévier et à développer des régulations inadaptées. Autre élément important dans ce concept, il nous est issu de cette très belle étude, enfin en particulier, entre autres, réalisée sur la famine hollandaise, qui est une famine qui est intervenue aux Pays-Bas durant la Deuxième Guerre mondiale, durant l'hiver de 1944 à 1945. On voit ici l'évolution des températures extrêmement froides, et un territoire des Pays-Bas avait été encerclé par l'armée ennemie et privé de nourriture avec des rations caloriques que l'on voit ici baisser avec les plus basses en janvier et février, une rationalisation de la nourriture. Non seulement les personnes adultes ont souffert, mais tous les individus qui étaient soit en phase périconceptionnelle, soit en grossesse ou nés autour de cette période, ont subi cette famine dans cette période sensible, ont développé une fréquence accrue par la suite de la plupart des maladies chroniques que nous connaissons, métaboliques, obésité, dyslipidémie, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu retrouver ces individus à l'âge adulte et caractériser la méthylation du DNA d'un panel de leurs gènes, c'est-à-dire des empreintes épigénétiques possibles dont le profil a suivi, pour ces gènes qui sont impliqués dans le métabolisme et la croissance, ont suivi le profil d'évolution de la nutrition, ou plutôt de la dénutrition qu'ils ont subi au début de la vie. Donc probablement que les empreintes épigénétiques qui font le lien entre l'environnement et le génome, au début de la vie, persistent, se retrouvent à l'âge adulte et peuvent expliquer une partie du phénomène. En bref rappel que vous connaissez, les modifications épigénétiques constituent une traduction moléculaire des interactions entre génome et environnement qui ne modifient pas la séquence de l'ADN des gènes, mais en périphérie de cet ADN, au niveau de la conformation de la chromatine, ou par des phénomènes de méthylation ou des phénomènes régulateurs, notamment par des RNA non codants, les micro-RNA par exemple, eh bien, permettent de réguler le niveau d'activité de ces gènes sans les changer, bien entendu, en les régulant vers le haut, leur activité, en les surexprimant ou en les sous-exprimant. Et ces effets sont durables, peuvent durer toute la vie, ils sont même transmissibles. Et bien sûr, on a la méthylation de l'ADN qui en général réduit l'expression d'un gène, les modifications des histones qui reconfigurent la chromatine, rendant les sites promoteurs plus ou moins accessibles aux facteurs de transcription, et les RNA non codants qui viennent interférer avec les RNA messagers. Tout ceci permet aux gènes de travailler en finesse. C'est l'interprétation de la partition que constitue le génome, avec une sensibilité durant la période du développement. Pourquoi ? Parce que le développement est un phénomène épigénétique. Quand une cellule souche qui possède tout le génome va se différencier, par exemple en cardiomyocytes ou en neurones, elle va d'un côté surexprimer les gènes, du moins exprimer les gènes qui sont nécessaires à cette fonction, et elle n'aura pas besoin d'exprimer les gènes qui seront nécessaires à des fonctions de cellules épithéliales, par exemple. Et ce phénomène est épigénétique également. C'est peut-être une explication de l'importance de l'épigénétique dans ce phénomène.
Donc avec, du coup, un instrument qui permet à l'environnement précoce d'envoyer ces signaux à l'individu en développement, y compris in utero, et silencieusement, le sujet en développement va les enregistrer sous la forme d'un épigénome au-dessus de son génome qui va caractériser finalement son phénotype, qui va faire qu'un génome va pouvoir donner une infinité de phénotypes en fonction de ses marques et des signaux reçus. Et c'est ce qu'on appelle la plasticité du développement avec les mécanismes que nous venons d'évoquer, mais ces marques sont flexibles et réversibles. Donc ce n'est bien sûr pas comme une mutation du gène, et l'ensemble des systèmes sont touchés. L'épigénétique n'est probablement pas le seul facteur qui fasse la mémoire entre ce qui se passe au début de la vie et plus tard tout au long de la vie, jusqu'à la sénescence. Mais c'est probablement au niveau moléculaire et proche du génome le dernier maillon de la chaîne. Mais des facteurs comme le microbiote sont également importants. On est là au niveau cellulaire avec un système qui est porté par l'individu, qui comporte un nombre de cellules bien plus important que les propres cellules constitutives, au niveau notamment de l'intestin. Et lui aussi, même si la rémanence est moins nette, l'effet programmant est moins net que celui qu'on peut constater sur l'épigénome, lui aussi accompagne et même peut être un facteur causal dans toute une série de conséquences à long terme d'événements précoces, et en particulier par le biais de l'axe cerveau-intestin, par l'intermédiaire du système immunologique intestinal, qui est le premier au contact des antigènes et extérieurs à partir notamment de la naissance, à partir d'une inflammation de bas grade, à partir de la production de ces métabolites, comme les acides gras à chaîne courte, comme le butyrate par exemple. Mais on sait que le microbiome exerce ses effets, notamment sur les cellules intestinales et le système immunitaire intestinal et les autres systèmes, par l'intermédiaire de phénomènes au niveau plus bas, moléculaires, qui sont de nature épigénétique. Au final, on a un tableau qui pourrait montrer l'évolution de la vie et du risque en abscisse et du risque pour la santé en ordonnée, suivant des courbes, des trajectoires qui sont statistiques, bien sûr, qui peuvent être plus ou moins favorables en vert ou défavorables en rouge, finalement en fonction de ce qui se passe au début de la vie, notamment dans ces fameux 1000 premiers jours ici, qui vont déterminer la pente en fonction de l'environnement vécu, on va dire, subi ou positif, par l'individu au tout début de sa vie, la pente de ces trajectoires. Bien sûr, s'ajouteront des événements adverses ultérieurs, et la pente, elle est quand même toujours plutôt ascendante, puisqu'il y a l'effet de l'âge, bien entendu. Et le génome, lui, constitue une couche de base qui, elle, est stable, bien entendu, et qui a aussi son importance. On a une plasticité du développement qui diminue avec l'âge, alors que l'incapacité à répondre aux challenges de l'environnement, elle, augmente, bien entendu. Et peut-être que le concept de prédisposition devrait se comprendre pas seulement comme le génome en termes de médecine de précision notamment, qui ne nous a d'ailleurs pas, depuis qu'il est séquencé, expliqué beaucoup des situations que l'on rencontre dans les maladies les plus fréquentes, comme l'hypertension, le diabète, l'obésité, mais peut-être un ensemble, une combinaison de l'épigénome et du génome, comme un élément conditionnant plus que programmant. Le terme de programming est quand même très fort, je trouve qu'il est excessif, c'est un phénomène statistique, c'est plutôt un conditionnement avec l'intervention de facteurs ultérieurs qui sera, elle, révélée plus facilement ultérieurement dans la vie. L'intérêt du concept, c'est celui d'une prévention précoce en santé. C'est qu'en agissant tôt, d'abord en mettant l'accent sur la prévention et pas sur le curatif, eh bien, on a moins de routes à faire ici, moins d'effets à obtenir que si on agit tard, plus avant dans la vie,
Et donc, c'est tout le bénéfice de ce concept. Dernier point sur ce principe général, c'est que les marques épigénétiques sont transmissibles d'une génération à une autre sans être des marques génétiques sur quelques générations. Il s'agit donc de traits acquis qui deviennent transmissibles, et ceux-ci se retrouvent d'une génération sur l'autre, avec bien sûr un risque d'effet démultiplicateur lié à la reproduction, dans lequel on peut imaginer un facteur qui contribue aux pandémies de maladies non transmissibles chroniques que l'on connaît actuellement, vu la rapidité de leur évolution. 2-3 mots rapides sur les mécanismes sous-jacents, au niveau notamment artériel. On a peu d'études sur le développement des anomalies artérielles éventuelles au cours de l'enfance dans la vie fœtale. Mais ce travail-ci, qui est, je trouve, très intéressant, nous montre que l'épaississement de l'intima se retrouve chez des fœtus, des enfants et des adolescents qui n'ont aucune raison d'en avoir à l'autopsie sur les coronaires. Ce sont là des fœtus, des enfants et des adolescents qui sont décédés non pas de maladies métaboliques, mais de maladies aiguës non indépendantes ou de traumatismes. Et donc, on retrouve de façon croissante des zones d'épaississement de l'intima, ici chez le fœtus, avec des cellules musculaires lisses qui perdent leur polarisation et s'orientent vers l'intima, avant même qu'apparaissent des cellules, bien sûr, inflammatoires ou des dépôts lipidiques. Et la fréquence de ces épaississements augmente chez, donc, on peut dire, des sujets qui n'ont aucune raison, qui sont indemnes, qui sont sains par rapport à leur arbre vasculaire, et à une fréquence qui atteint jusqu'à 100% chez les adolescents et 30% chez les fœtus. Donc ça, c'est une étude pathologique. Bien sûr, il faut pouvoir ajouter également ce que nous enseigne pour ce qui est notamment du cholestérol, l'hypercholestérolémie familiale, avec la transmission du cholestérol maternel qui peut dès le départ accentuer le risque même chez un nouveau-né. Toutefois, c'est une chose bien connue. Et on peut peut-être en rapprocher les observations d'accroissement de l'épaisseur de l'intima média faites chez des nouveau-nés lorsqu'ils ont un facteur de risque supplémentaire d'altération de programmation, notamment la restriction de croissance intra-utérine, ici, où l'épaisseur a été trouvée dans cette étude en 2005 encore systématiquement plus importante en cas de restriction de croissance fœtale. Mais peut-être que c'est pas seulement au niveau structurel, mais au niveau fonctionnel que les altérations de programmation artérielle sont importantes. Et là, c'est l'endothélium qui joue un rôle important. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, je ne vais en citer que 2 ou 3 vu le temps dont nous disposons, mais nous avons ici, sur un modèle animal, nous avions étudié la vasodilatation dépendante de l'endothélium sur des ratons ayant subi une restriction de croissance intra-utérine par une restriction d'apport nutritionnel maternel, mais à l'âge adulte, et on voit qu'il y a une altération de la capacité de vasodilatation de l'aorte, ici ce sont des anneaux aortiques, à l'âge adulte chez ces animaux, que celle-ci est renversée par une préincubation de l'anneau dans de la L-arginine, et elle est également, du moins la capacité est rétablie également par exposition à de la BEC en ajout, qui est une substance qui inhibe l'arginase. Il semble donc qu'il y ait un effet de surexpression de l'arginase dans ces conditions-là, qui altère la capacité vasodilatatrice de ces vaisseaux, avec une production réduite de NO, que l'on voit ici, en condition basale, en réponse à l'acétylcholine, et qui répond à la supplémentation, à la préincubation par la L-arginine, et un découplage
entre la production de NO et la voie de la L-arginine qui aboutit à la production, à un stress oxydatif par la production de superoxyde que l'on retrouve ici dans ce modèle qui est inhibé par l'ajout de LNNA qui est une inhibitrice de la NO-synthase. Un autre élément, exemple de l'importance de l'endothélium sur ce travail sur des précurseurs endothéliaux circulants, des endothelial colony forming cells tardifs, donc, d'enfants à risque, des prématurés et des enfants en restriction de croissance intra-utérine, dont l'altération des fonctions de vasculogénèse et d'angiogénèse est parfaitement mise en évidence dès le départ, au début de la vie, suite à ce stress précoce périnatal durant la période de sensibilité. Pour faire bref, on voit ici, après transplantation de ces cellules endothéliales humaines sur des souris nude, on voit la formation donc in vivo d'un néovaisseau. Sur des nouveau-nés sains à terme, on voit qu'un vaisseau se forme très bien, avec des cellules d'enfants exposés à ce risque. On voit que la qualité est beaucoup moins bonne. Pareil pour la réparation d'une lésion sur la culture cellulaire. Et il est possible de mettre en évidence, par silenciation du RNA, le rôle de facteurs pro-thrombotiques comme la thrombospondine et anti-angiogéniques comme la thrombospondine. D'autres anomalies sur lesquelles, au niveau du VEGF, pratiquement tous les mécanismes régissant les fonctions vasculaires et le développement vasculaire sont touchés par cette situation de stress précoce. Et ici, on voit une caractéristique extrêmement importante qui est l'accélération de la sénescence cellulaire que nous avons retrouvée ici dans une collaboration avec l'équipe de Françoise Digna-Georges à Marseille, avec une augmentation de la sénescence, une accélération de la sénescence de ces cellules, même lorsqu'elles proviennent d'enfants prématurés. Dans cette étude-là, on a retrouvé la même chose sur les modèles animaux d'ailleurs. Et surtout, un déficit de l'expression de la sirtuine, qui est une des protéines, comme vous le savez, qui contrôle les voies de la sénescence. Et cette altération est liée à une altération de la méthylation de l'histone correspondant, donc une altération de la chromatine, une marque épigénétique. Enfin, ce déficit en sirtuine nous semble être un mécanisme presque universel dans tous les systèmes que nous avons étudiés, les progéniteurs endothéliaux, le foie qui est avec la stéatose hépatique qui est l'un des éléments du syndrome métabolique. On retrouve ce déficit en sirtuine, l'accélération de la sénescence et des modifications de l'histone 3 et chez l'humain et dans toutes les espèces qui ont été étudiées. Il est clair que les marques épigénétiques peuvent ainsi expliquer un certain nombre de choses. Nous en savons encore assez peu sur ce sujet et il sera extrêmement intéressant de poursuivre la recherche dans ce domaine. Mais nous savons aussi que l'épigénétique est parfaitement corrélée, l'épigénome, à l'âge biologique d'un sujet. Lorsque nous savons que tout ce que certaines personnes à un âge relativement qui tend vers la sénescence, eh bien, se portent relativement bien, et d'autres au même âge ne se portent pas aussi bien et sont plus marqués. Et il est possible, en étudiant des panels de gènes qu'on a dénommés des horloges épigénétiques, de déterminer l'âge biologique d'un sujet par rapport à son âge chronologique. Et bien sûr, on peut également déterminer aujourd'hui l'âge gestationnel d'un enfant nouveau-né, prématuré en particulier, par un panel de gènes en étudiant la méthylation de leur ADN au niveau des globules blancs circulant avec une semaine de différence. Donc l'épigénétique est quelque part un élément de contrôle qui est majeur et probablement extrêmement fondamental. Pour conclure, les maladies artérielles de l'âge adulte ont vraisemblablement des origines plus précoces qu'on ne le croit. Il faut encore développer les travaux sur ce sujet, mais des variations même relativement subtiles de l'environnement du début de la vie peuvent conduire à des modifications très importantes plus tard à l'âge adulte et même à des modifications de l'espérance de vie
faut se rappeler que ce conditionnement fait partie des éléments normaux du développement et qu'il est de nature adaptative et prédictive. Des altérations de la structure de l'intima sont visibles assez tôt sans qu'on arrive très bien à en comprendre l'origine pour l'instant, mais également au niveau fonctionnel, en particulier dans le rôle de l'endothélia, mais surtout une accélération extrêmement précoce de la sénescence cellulaire et peut-être un rôle particulier de la voie de la sirtuina peuvent être un mécanisme très répandu de ces observations. Les empreintes épigénétiques sont susceptibles de contribuer fortement à ce phénomène et il sera intéressant de les étudier également en tant que biomarqueurs de risque à l'avenir, notamment les RNA non codants qui sont extrêmement intéressants de ce côté-là et peut-être qu'elles pourront nous ouvrir quelques pistes thérapeutiques que nous n'employons pas encore. Enfin, l'essentiel finalement, c'est que le curatif est important, mais orienter les politiques de santé davantage vers la prévention et cibler cette prévention au début de la vie ou chez les adultes en âge de procréation, de projet d'enfant, voire en amont les adolescents dans les écoles, pourrait avoir un effet bien plus important que de répéter à tout le monde qu'il faut manger mieux, bouger plus et éviter le stress, ce qui pour l'instant n'a quand même pas eu des effets drastiques. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Umberto. La discussion est ouverte. Est-ce qu'il y a des questions? J'avais une question, Umberto, sur la prématurité, justement. Est-ce que c'est vraiment le modèle le plus simple, à dire, à étudier pour les complications, par exemple, cardiovasculaires ou les anomalies fonctionnelles vasculaires? Alors, bien sûr, ça n'est pas un modèle extrêmement représentatif. Mais on se rend compte que finalement, ces mécanismes sont en jeu à partir du moment, on va dire, où il y a un stress au sens large, précoce de l'environnement dans la vie. Et la prématurité est caractérisée par cela. Les observations que nous avons faites sur, par exemple, les progéniteurs endothélieux et leur capacité angiogénique ou vasculogénique se retrouvent également chez des nouveau-nés à terme, mais exposés à un diabète maternel. Donc avec un poids de naissance plus grand, mais qui sont nés à terme, et on retrouve la même réduction fonctionnelle ou l'altération dans la vasodilatation dépendante de l'endothélium, pareil, après une exposition dans l'autre sens. Il y aura une surnutrition versus, souvent, le prématuré a une relative hyponutrition, pas forcément avant la naissance, bien que la prématurité ne soit quand même pas liée à rien, mais après la naissance aussi, il est difficile d'arriver à des apports nutritionnels optimaux d'emblée. Quand on suit à distance ces enfants, il y a une amélioration ou Non, ces enfants, en tant qu'adultes... Non macrosomes ou macrosomes de mère diabétique, par exemple. Alors, ils sont tous exposés, tous les grands syndromes périnatals, prématurité, restriction de croissance intra-utérine, exposition à un surpoids maternel pendant la grossesse ou à un diabète gestationnel ou à une obésité qui sont la forme plus accentuée, ils ont le même risque accru d'hypertension, de problèmes métaboliques, diabète de type 2. Statistiquement, ils sont pas... Alors, la pression artérielle est plus élevée pratiquement chez tous les enfants, notamment prématurés. Mais ils ne développent pas tous un diabète de type 2, bien entendu, mais une légère intolérance glucidique, cela semble vraiment un effet systémique, quoi. Donc, je crois qu'il est important de suivre ces enfants de façon adaptée pour pouvoir les guider sans non plus... je crois que déjà dans la population générale, on a assez de travail, mais eux ont un risque supplémentaire encore, oui. S'il n'y a pas de questions, je voudrais en poser une. Vous nous avez parlé de la transmission épigénétique, mais cette transmission de l'épigénome, elle est à 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas de reprogramming? Non, elle n'est pas systématique, sauf dans des conditions expérimentales contrôlées, notamment sur des manipulations sur des modèles animaux. Mais néanmoins, elle est possible. C'est-à-dire qu'il est vrai que c'est un facteur de risque parmi d'autres. On ne peut pas dire que ce soit systématique.
Donc, mais c'est néanmoins possible. Par exemple, notamment en France, un programme a été lancé sur un plan pour l'enfance centré sur les 1000 premiers jours et qui est parti notamment des difficultés, des inégalités psychosociales et des vulnérabilités de ce côté-là, qui sont effectivement au premier plan dans ce concept, puisqu'on a des odds ratios en cas d'exposition à des violences, par exemple, ou à des familiales en début de vie ou dans l'enfance, et on a des odds ratios qui vont jusqu'à 30 du risque soit de tentative de suicide à l'âge adulte, soit de retrouver d'être acteur de violence finalement à leur tour. Et quelque part, cette loi des séries qu'on a l'impression de voir dans les familles, elle n'est pas forcément génétique, même probablement pas. Elle peut être liée à la persistance peut-être du contexte stressant qui fait qu'une famille est comme ça, mais quand c'est sur 2-3 générations, on peut penser que ce phénomène de transmission qui biologiquement est parfaitement démontré puisse être à l'œuvre, bien que ça n'ait pas encore été étudié. Mais il y a un autre travail très, très vite que je n'ai pas eu le temps de montrer, qui est très élégant, qui a été fait sur un modèle murin, où en exposant les rates gestantes à un stress durant la gestation, eh bien les animaux descendants, les mâles surtout, développent des troubles dépressifs, des troubles du comportement et une intolérance glucidique qui sont probablement liés à l'axe du cortisol et au stress qui est resté jusqu'à l'âge adulte quelque part, à cette persistance des conditions initiales. Et ils ont trouvé des micro-RNA non codants dans le sperme de ces animaux, et l'un d'eux semble un facteur causal, puisque lorsqu'il est injecté dans un zygote sain, c'est-à-dire issu d'un ovocyte de souris normale et d'un spermatozoïde de souris normale également, en injectant le micro-RNA dans le zygote, les mâles qui se développent à la suite développent des tendances dépressives, une intolérance glucidique, etc. Donc, bon, là, c'est une transmission provoquée, mais la transmission intergénérationnelle existe. En tout cas, biologiquement, il n'y a pas de problème. Reste à étudier son réel impact. Si on ne choisit pas ses parents, c'est clair. Merci. Merci.